Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. BX1. Voilà, et on est un petit peu en avance. Il n'est pas 8h15, il est 8h13 pour l'instant. Bonjour Fabien Minguin. Bonjour. Le palais du Midi, on le démonte ou on le démonte pas ? Écoutez, la position chez Défi est assez claire. Il faut pouvoir continuer à bord le projet de métro. Et on réaffirme notre soutien au projet de métro parce que je crois que Bruxelles en a besoin, les Bruxellois en ont besoin et le statut de capitale européenne de Bruxelles en a besoin. Et ensuite, il faut pouvoir trouver la solution qui permet de mettre ce métro en place le plus rapidement possible avec une réduction du temps de chantier. On a pour l'instant un quartier qui est complètement défiguré, qui est en attente d'une décision, qui attend que les travaux puissent reprendre pour pouvoir sortir de cette phase de chantier. Et donc, si c'est la meilleure solution technique, si c'est la solution la plus rapide et la plus économique, ça peut être la solution qui sera prise par le gouvernement bruxellois. Ouais, et donc le chantier dont on parle, c'est celui qui est sur l'avenue Stalingrad. C'est la connexion entre la gare du Midi et le centre-ville pour cette portion-là du métro. On ne parle pas là de l'extension vers le nord. Chantier qui s'éternise. La décision du gouvernement bruxellois, on l'attendait peut-être pour aujourd'hui, mais c'est pas sûr qu'elle tombe. Vous commencez à vous impatienter, vous aussi, ou pas ? Mais oui, moi je suis pour qu'on tranche cette question la plus rapidement possible. D'abord pour respect pour les commerçants, les habitants qui aujourd'hui vivent des situations compliquées de l'attente d'une décision, de l'attente sur une décision sur leur avenir, ouais. Mais aussi parce que chaque jour qui passe retarde l'entrée en vigueur de ce métro. Alors on sait que les délais sont longs, les travaux sont longs, mais Bruxelles a besoin de ce métro. Il faut qu'on puisse avancer, débloquer cette situation pour permettre à Bruxelles de se doter du métro. C'est pas l'incertitude sur le financement du prolongement vers le nord, donc vers Schaerbeek et vers. C'est pas cette incertitude-là qui empêche finalement le gouvernement bruxellois, parce que c'est le gouvernement bruxellois qui doit théoriquement trancher, qui l'empêche aujourd'hui de décider et qui se dit je vais laisser le chantier Stalingrad en pause tant que je ne sais pas sur le nord. Alors, il y a ce risque-là ou pas ? On ne peut pas faire ça. Ce n'est pas correct pour les quartiers, les habitants et les commerçants de Stalingrad. On ne peut pas le faire, mais ça peut être dans la tête de certains. C'est peut-être dans la tête de certains. Je trouve que ce serait une mauvaise idée si c'est le cas. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a un chantier qui est ouvert. On doit le terminer. On doit trouver la solution technique pour terminer ce chantier de métro. Et vous savez, je suis utilisateur du transport en commun. Il suffit de prendre la ligne de tram de l'axe Nord-Midi en heure de pointe, où vous devez parfois attendre 1, 2, 3 trams pour pouvoir rentrer dedans, pour voir qu'il y a un besoin de métro sur cette ligne-là. Et puis oui, il faudra trouver les solutions de financement pour continuer le projet de métro. Je l'ai dit, Défi est résolument favorable au projet de métro. Il faut se rendre compte aussi que les temps d'investissement du métro ne sont pas sur 20 ans. On parle d'investissements qui sont rentabilisés sur 100 ans. Donc oui, les montants sont importants, mais l'investissement en vaut la peine pour la mobilité de cette région et pour le statut de capitale européenne de Bruxelles. Ouais. Pour les commerçants qui sont concernés aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de boutiques qui sont fermées, même s'il y a eu des containers, le village Stalingrad qui a été installé pour quelques-uns d'entre eux. Pour ceux qui sont indemnisés, vous avez proposé d'élargir le périmètre. Aujourd'hui, on en est où ? Il y a combien de commerçants qui sont indemnisés ? Et si on élargit le périmètre comme vous le proposez, on va indemniser combien de personnes en plus ? Alors, vous avez plusieurs types d'indemnisation. Vous avez l'indemnisation chantier prévue dans le cadre du pacte et du chantier régional. Et puis, on s'est rendu compte que certains commerçants étaient exclus des conditions de l'ordonnance chantier qui permettait les indemnisations. Parce qu'ils ne sont pas pile sur le chantier, ils sont un peu plus loin. Parce qu'ils ne sont pas pile sur le chantier ou parce que les conditions de l'ordonnance ne sont pas rencontrées, à savoir la fermeture de la voirie. S'il n'y a pas de fermeture de la circulation, vous n'êtes pas indemnisé. Je crois qu'il est temps d'ailleurs qu'on modifie cette ordonnance. Ça fait depuis le début de mon mandat que je le demande à la région. C'est un premier débat. Et donc on a voulu élargir effectivement le périmètre et les conditions parce qu'on voulait que les commerçants qui étaient exclus des indemnisations puissent en profiter. Et puis il y avait le cas particulier de ces quelques commerces qui sont vraiment au-dessus de ce passage sous le palais du Midi, qui sont ce qu'on appelle un peu dans la zone rouge des travaux, qui sont dans une situation très compliquée. Et on a voulu effectivement mettre en place des primes complémentaires pour cette petite dizaine de commerces qui, eux, avaient besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire pour tenir le temps qu'une décision soit prise. Mais je crois aussi que dans la décision qui sera prise sur la solution technique pour continuer ce chantier du métro, il faut que concomitamment, on explique aux commerçants quelles seront les primes et les indemnités qui vont venir soutenir la décision qui sera prise, soutenir soit l'arrêt d'activité économique pour certains, soit continuer à soutenir la prolongation du chantier dans le temps, parce que malheureusement, il y a un retard de chantier et donc une situation économique qui va perdurer et impacter négativement les commerçants qu'il faut pouvoir soutenir. Parce qu'on parle d'un démontage du toit du Palais du Midi. L'ARO, l'atelier de recherche urbaine, association qui est très active sur ces questions-là, dit non, c'est pas un démontage, c'est une destruction de l'intérieur du Palais du Midi. Donc elle demande le classement d'ailleurs du bâtiment pour essayer de s'opposer aux travaux. S'il y a effectivement ce démontage entre guillemets du Palais du Midi, ça veut dire qu'on ferme le Palais du Midi. On le ferme pour combien de temps ? Je pense qu'il y a une quarantaine de commerces dans le Palais du Midi. Est-ce qu'on va reloger les commerçants ailleurs ou est-ce qu'ils doivent cesser leur activité ? Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord,
ça va dépendre de l'ampleur. Est-ce que c'est un démontage partiel, total du palais? Et ça, vous savez pas encore? Comment est-ce que ça va se phaser peut-être dans le temps? Ça n'est pas encore tranché. Ce qui est important, effectivement, c'est de pouvoir dire aux commerçants, d'abord aux commerçants qui sont sous la voie de liaison, moi je leur ai tenu un discours de vérité, qu'on passait par en dessous, par au-dessus, ils n'allaient pas pouvoir rester parce que l'ampleur des travaux, le bruit, les nuisances étaient telles qu'ils n'allaient pas pouvoir. Et donc il faut pouvoir indemniser ces commerçants s'ils choisissent d'arrêter leur activité ou leur permettre une solution de relocalisation. Vous l'avez, la solution de relocalisation on ou peut pas? en trouver. Ça va être une discussion au cas par cas. Chacun doit voir en fonction du délai qui va être choisi. On peut trouver des solutions de relocalisation, soit dans d'autres commerces, on l'a déjà fait, soit dans un village box, soit à un moment indemnisé pour rompre les baux. Mais ça va être une discussion qui doit pouvoir être menée avec les commerçants. Et vous pourrez indemniser tout le monde? Il y a de l'argent pour ça? Je crois qu'en tout cas, il faut le prévoir. Attendez, ça, on va être très clair. Il faut, et je crois de toute façon que c'est dans l'esprit du gouvernement bruxellois, j'ai toute confiance là-dessus, qu'il y ait une solution pour les commerçants qui sont effectivement une des principales victimes du retard qui est pris par ce chantier. Ouais, on parle de travaux qui vont encore durer au moins 5 ans. Ça veut dire que le quartier va être au ralenti pendant 5 ans. Ça veut dire qu'après, on va devoir relancer un nouveau quartier? Alors, je crois que c'est pour ça qu'il faut décider vite et qu'il faut pouvoir avancer. Parce que l'avantage, c'est que le reste du chantier a quand même bien avancé. À part ces 120 mètres problématiques, le reste continue le chantier. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir le plus rapidement possible fermer les travaux en voirie, réaménager. Je rappelle que la ville de Bruxelles a déposé un permis d'urbanisme pour réaménager cette avenue de Saint-Grade, pour que ce quartier puisse retrouver une certaine normalité. Ouais, ne soit ça, plus pourrait être, éventré. ça pourrait être quand, la normalité, donc, pour le début de l'avenue Stalingrad? Ça pourrait être dans les années qui viennent, dans 1, 2, 3 ans. Alors, on n'ose plus dans ce chantier avec des timings, mais je crois que le plus rapidement possible, ce quartier doit pouvoir mettre fin à ces travaux en surface, retrouver une certaine normalité pour soutenir la vie des habitants, il faut le parler, mais aussi l'activité économique des commerçants. Alors, je voudrais qu'on parle d'un autre dossier, Fabien Maguin. Le parking dans le centre-ville. Vous avez annoncé la distribution de 180 000 tickets de parking pour les commerçants qui pourront ensuite les proposer à leurs clients. Ça sera suffisant pour faire comprendre à toute la clientèle de ces commerces le nouveau schéma de mobilité du centre-ville ou pas? Le but, c'était de permettre effectivement de soutenir les commerçants en leur permettant, soit à leurs clients fidèles, soit à nouveaux clients, de venir leur montrer en fait, l'accessibilité de Bruxelles. Il faut se rendre compte que qu'est-ce que le Pentagone finalement? C'est une des zones les plus accessibles malgré l'image qu'on peut en avoir. On a 17 lignes de bus. Malgré Goodmoor, oui, 17 malgré lignes de bus. le piétonnisme, Oui, la piétonisation. Bien sûr, attendez, 17 lignes de bus, 6 lignes de tram, 4 lignes de métro, 3 gares en hyper proximité dont une dans le Pentagone, 10 000 places de parking public. Honnêtement, à part mettre piste d'atterrissage et avec le problème de survol, on ne va pas le faire sur le piétonnier, je ne vois pas comment on rend ça plus accessible. Par contre, c'est vrai, cette politique s'inscrit dans le plan de mobilité de stationnement que nous avons développé. Tout le plan de mobilité est fait pour guider les automobilistes vers ces parkings publics, ce stationnement hors voirie, pour permettre de requalifier l'espace hors voirie et de rendre l'expérience shopping plus agréable. Mais ce que nous voulons avec cette action, c'est démontrer que finalement ces parkings sont faciles, à côté des zones commerçantes, peu cher, et donc d'essayer d'accompagner les changements de comportement. Parce que l'automobiliste, il a plutôt tendance à se dire je vais stationner en voirie, ça me coûtera moins cher. Alors d'aller dans un aujourd'hui, c'est pas le parking. cas. Le plan de stationnement fait qu'aujourd'hui, si vous restez 4h30, il vaut mieux rester dans un parking public que dans un parking en voirie. Ouais. Et je le rappelle aussi, on a aussi mis en place une collaboration, notamment avec Interparking, pour permettre d'avoir une P-carte qui permet, si vous venez au restaurant à Bruxelles le soir, par exemple, après 18h, vous payez 6 € pour l'ensemble de la nuit, pour tout l'ensemble de la soirée. Donc on a des actions comme ça qui visent à démontrer que, oui, aujourd'hui, les solutions de stationnement, c'est dans les parkings publics. Ouais, ces tickets, ils sont en train d'être distribués maintenant. C'est le bon moment. Théoriquement, pendant l'été, on a moins de problèmes de stationnement. C'est ça. Donc on essaye effectivement maintenant, et puis on verra quand les commerçants pourront les écouler, effectivement. Alors, un mot sur l'Oreca, puisqu'on en parle. Il y a de plus en plus de demandes de terrasses. 955 demandes pour 2023. C'est ce qu'écrit le journal La Dernière Heure ce matin. On était à 750 il y a 3 ans. Donc c'est une vraie augmentation. C'est quoi? C'est un effet Covid qui fait qu'on a pris goût à un petit verre en extérieur et que les cafetiers ont découvert que ça boostait leur chiffre d'affaires? Alors ça démontre d'abord la bonne santé, si je puis dire, de l'Oreca bruxellois, même si on sait que les situations en termes de personnel et de charges sont compliquées. Mais au-delà de ça, effectivement, Bruxelles a été pionnière durant le Covid pour apporter cette solution au secteur Oreca, pour permettre d'avoir cette terrasse en espace public. À l'époque, je rappelle qu'on ne pouvait pas consommer à l'intérieur. Et donc on est en train de devenir une ville de terrasses? Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est que ça a transformé certains quartiers. Vous voyez, dans le quartier européen, ça a donné un cadre beaucoup plus agréable, effectivement, au quartier, avec ces terrasses en extérieur, sous remplacement de stationnement parfois, mais pas toujours. Et donc oui, ça apporte une vraie convivialité à Bruxelles. Ça donne des enjeux de gestion publique pour les PME, c'est de les piétons, etc. En plus pour la ville aussi, parce que le commerçant paye. Oui, mais après, nos terrasses sont quand même relativement peu chères à la ville. Mais l'idée par rapport à ça, c'est vraiment de soutenir le secteur Oreca, de rendre une ville plus conviviale, effectivement. Alors, il nous reste 2 minutes, Fabien Maguin. Je voudrais un mot de votre part sur les propositions de l'OpenVLD en termes de réforme institutionnelle. Je rappelle que vous êtes échevin de la ville de Bruxelles, mais aussi président de la régionale bruxelloise de votre parti Défi. Proposition de l'OpenVLD, réduire le nombre de députés bruxellois à 50,
faire absorber la COCOF, la COCOM, la VGC par la région bruxelloise et fusionner les communes quand elles comptent moins de 100 000 habitants. D'accord ou pas d'accord? Défi est toujours favorable à une réforme du paysage bruxellois. Mais il y a deux balises qui ne sont pas encore rencontrées. D'abord, la première, c'est la pleine et autonomie constitutive de cette région. Je rappelle que Bruxelles n'est toujours pas une région à part entière, elle ne peut toujours pas décider pour elle-même de ses structures. La deuxième chose, il y a une balise extrêmement importante qui n'est pas encore reprise dans ce que propose le VLD. C'est le droit d'avoir pour un homme, une femme, une voix. Aujourd'hui, une voix francophone à Bruxelles vaut moins qu'une voix néerlandophone. Ouais. Ça pose des vrais problèmes de représentativité. Vous savez, quand Madame ça veut dire que quand Sven Gatz et Alexia Bertrand parlent de 50 députés, mais 10 sièges réservés pour le néerlandophone, on accentue le déséquilibre entre un homme et une voix que vous venez d'énoncer. Bien sûr, et ça pose deux soucis. D'abord, on pourrait forcément faire des listes bilingues dans les communes. C'est un vrai problème, ça ou Bien pas sûr, ouais. Notamment en termes de représentativité. Vous savez, quand Mme Van den Brand prend des décisions en termes de mobilité, elle impacte 100% des Bruxellois. Pourtant, elle ne peut être sanctionnée ou récompensée le cas échéant que par 10% de l'électorat à Bruxelles à travers les voix néerlandophones. C'est un vrai problème de représentativité et de légitimité démocratique, de contrôle par le citoyen. C'est pas normal que dans cette région, une voix francophone vale moins qu'une voix néerlandophone. J'entendais, je les prends au mot, qu'il y avait une espèce de pacification linguistique. Poussons le raisonnement jusqu'au bout. Si on fait des listes bilingues, mettons fin à la représentation garantie flamande. Et je ne crois pas que ça fera disparaître les néerlandophones du Parlement, ce qui n'est pas ce que je souhaite. Je le dis, on le voit dans les communes, il y a des listes bilingues et il y a des représentants néerlandophones. Mais la représentation garantie, les Flamands y tiennent. Vous leur dites, il faut peut-être la laisser de côté. Elles rompt un principe démocratique de base, un homme, une femme, une voix. Dernière question, la périphérie, le retour d'un décret qui s'appelait Vivre dans sa commune, qui permettait de réserver l'accès à la propriété ou à la location aux résidents déjà installés dans la commune. Ça revient, Défi dans la périphérie va s'y opposer? Oui, on a déjà grâce à Défi, ce texte avait été annulé et recalé par la Cour constitutionnelle et la Cour de justice de l'Union européenne il y a 10 ans. Ils reviennent avec ça. Ça démontre toujours cette volonté. Vous savez, moi je dis souvent que Défi n'est pas contre le nationalisme flamand parce qu'il est flamand. Il est contre le nationalisme parce que le nationalisme, c'est le repli sur soi. Ouais. Est-ce que c'est vraiment du nationalisme, Fabien Maguin, de dire on veut réserver des logements aux jeunes de notre commune parce que si les prix montent, nos jeunes ne peuvent plus se loger chez nous? Mais attendez, on a quand même une liberté de circulation en Europe. Il y a une liberté de circulation dans ce pays. Il y a des familles bruxelloises qui veulent s'installer en périphérie. C'est leur droit. Comment est-ce qu'on cloisonne à ce point-là l'accès au logement? Moi, je trouve que c'est tout à fait antidémocratique, c'est tout à fait nauséabond d'un point de vue nationaliste, et je crois qu'il ne faut pas être dupe. Et donc oui, Défi va attaquer ce texte qui est anti-francophone, anti-démocratique. Donc il y aura des recours. Évidemment. Merci Fabien Maguin, merci d'avoir été avec nous. Donc échevin des affaires économiques à la ville de Bruxelles et aussi président de la régionale bruxelloise